Et bonjour YouTube, comment ça va? J'espère que vous allez tous très bien, ravi de vous retrouver en ce vendredi pour parler vélo, c'est le 42e numéro de Cyclisme Actu et aujourd'hui, bien évidemment, on va s'intéresser aux championnats du monde 2024 de cyclisme sur route qui ont lieu en ce moment même du côté de Zurich en Suisse. Alors bien évidemment, ces mondiaux en terre helvète ont débuté le 21 septembre dernier avec les premières épreuves, notamment le contre-la-montre chez les juniors, chez les espoirs et bien sûr chez les élites avec Remco Evenepoel qui a coiffé au poteau les deux Italiens Affini et Ganna pour remporter son deuxième titre mondial sur l'effort solitaire. Alors bien évidemment, dans cette vidéo, on va s'intéresser aux outsiders, aux favoris et à nos Français. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, il est important pour moi de vous proposer une brève présentation du menu que les coureurs vont déguster dimanche prochain sur la course en ligne, un circuit tracé autour de Zurich en Suisse, un tracé long, exigeant avec pas moins de 273 km 900 à parcourir, 4470 mètres de dénivelé positif à gravir, un circuit final très exigeant de 27 km à parcourir 7 fois et à notamment l'ascension du Witticon, 1,9 km à 6,3% de moyenne. C'est vraiment la grosse difficulté de ce circuit final. Le dernier passage de cette bosse aura lieu à 20 km de l'arrivée et le profil de manière générale correspond très clairement à des coureurs type puncher rouleur. Avant de s'intéresser aux favoris, laissez-moi quand même vous parler de certains des outsiders qui pourraient éventuellement créer la surprise sur ce championnat du monde 2024 en Suisse. Parce que si il se dégage un trio magique dont on parlera un petit peu plus tard dans cette vidéo, il y a certains coureurs qui ne sont pas à prendre à la légère. Le premier d'entre eux, c'est certainement Michael Bling Bling Matthews. Michael Matthews, l'Australien, vous le connaissez très bien. C'est un garçon qui est adepte de victoires d'étape sur les grands tours, même de maillot vert sur le Tour de France il y a quelques années et surtout qui aime beaucoup les championnats du monde puisque le garçon est monté à 3 reprises sur le podium de mondiaux. La première fois, c'était en 2015, la deuxième en 2017. Et la dernière en date, en 2022. Michael Bling Bling Matthews, c'était aussi une forme qui est exceptionnelle puisqu'il a remporté, il y a quelques jours de ça, le GP de Québec, qui fait partie des dernières courses préparatoires au championnat du monde. Alors bien évidemment, Michael Matthews, quand on voit le dénivelé positif qui est de près de 4500 mètres, c'est difficile de voir un coureur comme lui, qui est plutôt un puncher sprinter, se mêler à la lutte pour la médaille. Mais Michael Matthews, s'il anticipe, s'il est un petit peu oublié et qu'il est dans une bonne forme, pourquoi pas aller chercher un gros résultat, un top 5 et même pourquoi pas mieux. Le coureur suivant s'inscrit également dans la lignée de Michael Matthews, monsieur Mads Pedersen. Mads Pedersen, on le connaît, le Danois, lui aussi, il est adepte des courses d'un jour, des victoires d'étape sur les grands tours. Et puis surtout, c'est un garçon qui a de très bons souvenirs au championnat du monde. Et oui, il avait gagné le titre en 2019 dans le Yorkshire, souvenez-vous, un temps apocalyptique, tout le monde était transit froid, Mathieu Van Der Poel avait fini par lâcher, frigorifier, et l'ami Mats Pedersen qui avait retrouvé des conditions qu'il affectionne, des conditions qu'on retrouve dans les pays nordiques, avait réussi à aller chercher le titre mondial il y a 5 ans de ça. Et Mats Pedersen, on va pas se le cacher, cette année, il a été plutôt à son avantage et notamment il y a quelques jours sur le Tour du Luxembourg où il a battu à la pédale dans la deuxième étape, ni plus ni moins que Mathieu Van Der Poel qui fait partie du trio magique de ces championnats du monde 2024. Alors Mats Pedersen, tout comme Michael Matthews, c'est difficile de le voir aller chercher un top 5 ou un podium à la pédale. Mais là encore, s'il arrive à anticiper, s'il arrive à être dans une bonne journée et à bien sentir la course, il pourrait, tout comme Michael Matthews, aller chercher un top 5, voire, pourquoi pas mieux.
Le suivant est peut-être un petit peu plus en vue, Monsieur Pello Bilbao. Pello Bilbao, qui n'est pas le garçon le plus populaire, qui n'est pas non plus le garçon qui fait le plus lever les foules et qui n'est pas non plus le coureur que l'on regarde en premier. Mais Pello Bilbao, cette année, ce sont des résultats extrêmement intéressants sur des classiques, des courses d'un jour à fort dénivelé, puisque oui, Pello Bilbao, cette année, c'est 9e de la State Gold Race et de Liège-Bastogne-Liège. C'est également 9e du GP de Québec et puis surtout 2e du GP de Montréal derrière l'intouchable Pogacar. Autant vous dire que Pello Bilbao, avec l'équipe qu'il a autour de lui, puisqu'il aura Juan Ayuso et Carlos Rodriguez, qui sont des coureurs que l'on ne présente plus, avec la forme qu'est la sienne, et je pense le statut de leader que sera le sien dans sa équipe d'Espagne, il sera, à mon sens, capable de jouer les troubles faits, et pourquoi pas de se rapprocher de la vérité, et notamment d'un potentiel podium. Il a remporté le 5e grand tour de sa carrière, le 4e sur le Tour d'Espagne, il y a quelques semaines. Monsieur Primož Roglič, le Slovène qui va être bien évidemment dans la même équipe que son jeune compatriote Tadej Pogacar, une équipe de Slovénie qui a de la gueule, il y a une Traknik, il y a également Matej Mohoric. On sait que l'ami Primož Roglič, c'est avant tout un coureur de grand tour, un coureur de course par étapes, et que sur des courses d'un jour, c'est pas toujours évident. Quoique, il avait quand même remporté il y a quelques années Liège, Bastogne-Liège, souvenez-vous, lorsque Julien Lafilippe avait levé les bras trop tôt sur la ligne. Primož Roglič, on imagine qu'il va avoir un rôle d'équipier, mais on imagine aussi que dans cette équipe de Slovénie, il va y avoir éventuellement des possibilités d'attaque pour certains coureurs en vue, comme Matej Mohoric et Primož Roglič, qui pourraient être des points d'appui, notamment pour Tadej Pogacar. Et si on laisse un peu trop de champ à Primož Roglič, si on le laisse un petit peu trop de marge de manœuvre, il pourrait être un candidat très sérieux à la médaille. Le dernier coureur auquel on va s'intéresser, c'est nul autre que Marc Hirschi. Marc Hirschi, le Suisse qui évoluera à domicile sur ce tracé autour de Zurich pour le plus grand plaisir des fans helvètes. Et Marc Hirschi, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a choisi son moment pour revenir en forme. Rendez-vous compte, il a remporté les 5 dernières courses d'un jour auxquelles il a participé. Dans ces courses d'un jour remportées, il y en a quelques-unes de très prestigieuses, à l'image de la Bretagne Classique et de la Classica San Sebastian qu'il a remporté sans coup fait rire. Marc Hirschi, il est très en forme. Marc Hirschi, il a de la confiance et Marc Hirschi, je ne vais pas vous le cacher, s'il est dans un très bon jour, c'est le seul outsider que je vois capable à la pédale d'aller concurrencer les Van Der Poel, les Evenepoel et autres Tadej Pogacar qui sont les ultimes favoris de cette édition 2024. D'ailleurs, parlons-en de ses favoris, Mathieu Van Der Poel, Remco Evenepoel, Tadej Pogacar. C'est le trio magique qui se dégage pour la course au maillot arc-en-ciel sur ces championnats du monde 2024. On le sait, cette année, ils ont réalisé des prouesses extraordinaires, chacun à leur niveau, chacun dans leur spécialité. Le premier, Mathieu Van Der Poel, champion du monde 2023, qui remet sa couronne en jeu. Mathieu Van Der Poel en 2024, ce sont des statistiques impressionnantes, mais surtout des victoires de prestige, notamment sur les courses d'un jour. Vainqueur du Grand Prix E3, vainqueur de Paris-Roubaix, du Tour des Flandres et 3e accessoirement de Liège-Bastogne-Liège, la doyenne qui est sur le papier et le monument avec le Tour de Lombardie qui est censé le moins bien lui réussir. Remco Evenepoel, là aussi c'est une saison de fou, 2 fois champion olympique de la course en ligne et bien évidemment du contre-la-montre. Champion du monde de l'effort solitaire, il conserve son titre acquis l'an passé au nez à la barbe des 2 Italiens Affini et Ganna. Et puis accessoirement, c'est aussi quelqu'un qui a réalisé un super Tour de France, 3e de la grande boucle pour sa première participation, avec en prime le maillot de meilleur jeune et une victoire d'étape. Et face à eux, l'ami Tadej Pogacar qui a réalisé une saison extraordinaire et dans les grandes lignes, ça donne le vertige. Vainqueur du Tour d'Italie, du Tour de France avec une multitude d'étapes remportées, vainqueur de Liège-Bastogne-Liège, d'Estrade Bianche et il y a quelques jours du Grand Prix de Montréal.
Autant dire que sur le papier, ces trois-là se détachent très clairement du reste de la concurrence, de par leur accomplissement en cette année 2024, mais également de par leur forme récente. Tadej Pogačar, je l'ai dit, il a remporté le Grand Prix de Montréal, dernière course d'un jour préparatoire au championnat du monde de la course en ligne. Remco Evenepoel est devenu champion du monde il y a quelques jours de l'effort solitaire. Et puis, l'ami Mathieu Van Der Poel, il a montré une très belle forme du côté du Tour de Luxembourg. Donc autant vous dire que ces trois-là, de manière générale, sur le papier, ils sont censés se bagarrer pour le titre mondial et le maillot arc-en-ciel promis aux vainqueurs. Alors Mathieu Van Der Poel, on le sait, en qualité de champion du monde en titre, il aura à cœur, bien évidemment, de conserver sa couronne, de garder sur les épaules ce maillot arc-en-ciel qui a été sa propriété sur la dernière année écoulée. Mathieu Van Der Poel, sur le papier, ce profil de puncher-rouleur, ça peut lui convenir parce qu'on le sait, Mathieu Van Der Poel, il aime les montées courtes et sèches. Il aime quand les courses sont dures, quand les courses sont longues. Maintenant, la seule petite chose qui peut me permettre de dire que Van Der Poel va peut-être avoir du mal face à Remco Evenepoel et face à Tadej Pogačar, c'est le dénivelé positif. Alors vous allez me dire, l'année dernière, sur le parcours de Glasgow, il y avait 3500 mètres de dénivelé positif à gravir sur un circuit très spécial, avec beaucoup de virages, beaucoup de relances. Là, cette année, le parcours est beaucoup moins atypique et surtout, il y a 1000 mètres de dénivelé en plus à gravir sur une longueur de parcours quasi similaire. Donc pour Mathieu Van Der Poel, est-ce que ça ne va pas faire un peu beaucoup? Et à mon sens, ce dénivelé positif supplémentaire pourrait avoir raison de la motivation, de la forme et de l'envie de Mathieu Van Der Poel face à Remco Evenepoel et Tadej Pogačar qui vont trouver à coup sûr un parcours à leur convenance parce qu'on le sait, le Belge et le Slovène, ils aiment quand c'est dur, ils aiment quand c'est usant, ils aiment quand c'est long, ils aiment quand il y a du dénivelé, ils aiment ces profils typés puncher avec ces montées courtes et sèches en témoignent, leur victoire sur Liège-Bastogne-Liège, la doyenne en témoigne pour Remco Evenepoel, ses succès multiples sur la Classica San Sebastian. On devrait techniquement, si il n'y a pas de problème mécanique, pas de chute, pas de méforme, assister à un duel au sommet entre Remco Evenepoel et Tadej Pogačar que je mets un peu au-dessus de Mathieu Van Der Poel. Duel auquel on n'a pas eu droit du côté du Tour de France, puisqu'on le sait, Tadej Pogačar a écrasé la concurrence, écrasé Jonas Vingegaard, écrasé Remco Evenepoel qui débutait sur la grande boucle et qui n'avait pas encore l'expérience et ni la caisse suffisante pour suivre les accélérations successives d'un Tadej Pogačar déchaîné. Mais là, sur une course d'un jour, sur un profil qui leur convient tous les deux, franchement, il devrait y avoir une énorme bagarre et à mon avis, ça va pas jouer à grand chose parce qu'encore une fois, ce type de parcours vraiment destiné pour les punchers, ça leur convient. Et on sait que Remco Evenepoel et Tadej Pogačar, ils ont des similitudes. Ils aiment quand c'est dur, ils aiment quand c'est usant, ils aiment quand il y a du dénivelé, ils aiment ces montées courtes et sèches et surtout, ils ont une très grande capacité de résistance. En témoigne leurs derniers résultats sur les championnats du monde avec ces kilométrages qui sont toujours extrêmement élevés. Et là, sur ce parcours qui va bien évidemment les avantager, sur lequel ils vont être à l'aise, il va y avoir une opposition de style. Le puissant Remco Evenepoel face au véloce Tadej Pogačar, puisqu'on le sait, s'ils ont une résistance pratiquement équivalente, il y a un déficit de puissance pour Tadej Pogačar face à Remco Evenepoel et il y a un déficit de vélocité et donc de giclette de Remco Evenepoel face à Tadej Pogačar. Et je ne vais pas vous le cacher, je pense que ce déficit de giclette aura raison de Remco Evenepoel face à Tadej Pogačar. Je pense que cette giclette, que cette vélocité, cette capacité de faire la différence très vite au punch, dans des montées courtes et sèches, où il y aura des forts pourcentages, ça va être clairement l'avantage de Tadej Pogačar, qui derrière, avec sa technicité et ses capacités de rouleur, pourrait résister à un Remco Evenepoel, même si la dernière montée est à 20 km de l'arrivée. Pour moi, cette giclette, c'est l'arme de Tadej Pogačar, et c'est ce qui fera, à mon sens, la différence. C'est pour ça que je pense que Tadej Pogačar sera le champion du monde 2024. Un petit mot désormais sur nos représentants français. Et oui, on va s'intéresser quand même à cette équipe de France qui, sur le papier, a de la gueule. C'est une très belle équipe. Une équipe qui, on va pas se le cacher, nous propose un beau panachage de coureurs avec des qualités
totalement différentes. Il y a des rouleurs, il y a des punchers, il y a des baroudeurs et il y a des grimpeurs. Et puis surtout, c'est une équipe qui, on va pas se le cacher, montre une belle exposition de génération avec des coureurs très expérimentés comme Julian Alaphilippe, comme Romain Bardet, comme Julien Bernard, des coureurs qui sont dans la force de l'âge comme Valentin Madouas et bien sûr Pavel Sivakov. Et puis aussi la jeunesse, les jeunes pousses représentés par Romain Grégoire. Alors on va pas se le cacher, sur le papier, il n'y a pas de Français capable à la pédale d'aller jouer une médaille, ni même un top 5. Tu me diras, je peux aussi me tromper parce que sur la Volta, j'avais annoncé qu'il n'y allait pas avoir un seul Français dans les 10 et David Gaudu nous a carrément fait mentir. Donc des surprises, il peut y en avoir. On peut tomber sur un Français qui a les jambes de feu ce jour-là, qui réalise une course exceptionnelle, comme Valentin Madouas lors des Jeux Olympiques sur la course en ligne, qui avait seulement été devancé, on le rappelle, par Remco Evenepoel, qui ce jour-là était clairement sur son nuage. C'était sa semaine. Et donc, si on a ce coureur-là, dans la forme de sa vie, pourquoi pas? Mais sur le papier, on n'a pas le coureur capable d'aller chercher une médaille ou même de gagner. On l'a eu avec Julien Alaphilippe lors de la fin des années 2010 et même le début des années 2020 avec ses titres en 2020 et notamment en 2021. Et là, je pense, en tout cas moi, si j'étais à la place de Thomas Voeckler, même si je ne le suis pas, j'engagerais une course de mouvement. On a des coureurs pour foutre le boxon et notamment mettre dans les meilleures conditions possibles nos trois punchers, Madouas, Alaphilippe et Grégoire. Et si ça se passe bien, si on joue bien le coup, si on sent bien la course, si le bordel qu'on met sème un peu la zizanie, on pourrait avoir un Français capable de tirer son épingle du jeu. Maintenant, on va pas se le cacher, si les conditions sont dites normales, qu'il n'y a pas de circonstances favorables de course totalement loufoque, ça sera impossible pour les tricolores d'aller jouer ne serait-ce qu'un top 5. Maintenant, je compte sur la stratégie de course de Thomas Voeckler. On sait qu'il a une certaine science de la course et surtout sur le dévouement de tous les garçons. On sait qu'il n'y a généralement pas de problème d'ego dans cette équipe pour aller chercher le meilleur résultat possible et faire qu'un de nos hommes monte sur le podium, chose qu'on a réussi à faire ces dernières années et même sur la plus haute marche, notamment avec Julien Alaphilippe. Je vous invite dans les commentaires, chers abonnés, à me faire part de vos avis sur les points que l'on a abordés, me faire part aussi de votre pronostic, éventuellement me donner votre podium de ces championnats du monde Elite 2024 chez les hommes. On suivra aussi avec beaucoup d'intention la course féminine qui aura lieu samedi et qui mettra en lumière Pauline Ferrand-Prévot pour son grand retour sur la route, elle qui, on le rappelle, va aller dans l'équipe Visma Lease Bike pour la saison prochaine avec l'objectif très fou d'aller remporter le Tour de France. Je vous attends dans les commentaires, n'hésitez pas à débattre aussi, ça me fait plaisir toujours de voir des gens qui discutent tant que c'est dans le respect d'autrui. Si la vidéo vous a plu, le like, l'abonnement, l'activation de la cloche, ça ne mange pas de pain, c'est totalement gratuit, ça aide la chaîne au référencement et vous, ça vous prend seulement 5 secondes. Et nous les gens, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo de sport. D'ici là, portez-vous bien, ciao bye et à la prochaine.